Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de nos travaux, notre commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France auditionne aujourd'hui M. Philippe Sauquet au titre de ses précédentes fonctions de directeur général de la branche Gas, Renewable and Power de la société Total. Nous vous remercions, M. Sauquet, d'avoir très rapidement accédé à notre requête, résultant de l'initiative de M. le rapporteur Antoine Armand. La semaine dernière a été organisée une audition de M. Patrick Pouyanné, le président de Total Energy, qui a déjà longuement répondu à nos questions. Mais nous souhaitons aussi nous placer dans une démarche rétrospective et vos fonctions précédentes exercées au sein du groupe Total nous permettront de disposer d'informations sur la démarche empruntée auparavant par ce groupe, pilier finalement de la stratégie énergétique nationale. Présent de 1997 à 2021 au sein de celui-ci, vous avez assisté au début puis au déploiement de diverses énergies renouvelables, notamment solaires et éoliens, terrestres comme marins, mais aussi à la mise en place d'une infrastructure de stockage de l'électricité par batterie à Dunkerque ou encore aux avancées concernant le captage et le stockage de dioxyde de carbone tout en suivant et en participant aux réflexions sur la transition énergétique. Vous avez d'ailleurs, Monsieur Sauquet, été entendu le 7 mai 2019 par la commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique constituées au sein de l'Assemblée nationale, à l'époque présidée par Julien Aubert. La crise énergétique que traverse l'Europe actuellement n'a aucune commune mesure avec les quelques incidents qui survinrent dans les années 2000 et auxquels vous avez été confrontés. Mais ces difficultés d'approvisionnement, notamment celle de janvier 2006, n'annonçaient-elles pas déjà ce que nous connaissons aujourd'hui ? Les orientations définies depuis par les pouvoirs publics ont-elles, à votre avis, remédié à la situation de la France ou les ont-elles aggravées ? Votre groupe lui-même a ainsi procédé, semble-t-il, à la diversification de ses sources et s'est préoccupé des capacités disponibles de stockage. Avez-vous perçu une réactivité du même ordre de la part des pouvoirs publics ? Voilà un exemple de questions sur lesquelles nous souhaiterons pouvoir vous entendre. Par ailleurs, au cours de la période d'exercice de vos fonctions au sein du groupe Total, vous avez vraisemblablement été intéressé, voire influencé, par les différents scénarios émanant d'organismes nationaux tels que RTE ou internationaux comme l'AIE. Mais finalement, ces scénarios ont-ils été vérifiés ? Et s'ils n'ont aucune prétention à la prédiction, n'orientent-ils pas en fait les investisseurs et les industriels ? Enfin, les mutations qui se sont produites au sein du système nucléaire civil au cours de la période d'exercice de vos fonctions ont-elles intéressé Total ? À un moment ou à un autre, celui-ci a été tenté par le nucléaire à moyen ou long terme, ou le groupe a-t-il tout simplement été rebuté par la perspective de devenir un électricien utilisant à la fois des énergies renouvelables et nucléaires ? Le rapporteur, M. Antoine Armand, a préparé dans la perspective de votre audition un questionnaire qui vous a été remis afin de construire l'exposé que vous allez présenter. À la suite, nous aurons un échange plus libre par l'exercice habituel des questions-réponses. Avant de vous laisser la parole, il convient de rappeler la procédure définie par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Et conformément à ces dispositions, il me revient de vous demander de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. En conséquence, je vous prie de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Eh bien, je vous remercie et je vous laisse donc la parole pour un propos liminaire. Écoutez, merci en tout cas de m'avoir invité à venir vous rencontrer ce matin. C'est vrai que l'énergie a toujours été au centre de mes préoccupations. Et l'énergie en ce moment est semble-t-il, au centre des préoccupations de tous nos concitoyens. Et donc le sujet est d'importance. Je vais revenir un petit peu sur mon parcours et pour vous expliquer un petit peu dans la durée quelle a été la stratégie de Total dans le monde de l'énergie et comment on est arrivé à définir le Total Énergie aujourd'hui que vous connaissez. J'ai passé quelques années au début de ma carrière au sein de l'administration, ministère de l'équipement, ministère des Finances, et ensuite je suis rentré dans l'industrie, attiré notamment par l'international, pensant que la maille française était trop limitée et que notre
nous n'étions pas indépendants du monde dans lequel nous vivions. J'ai commencé par travailler dans la chimie, dans une boîte qui s'appelait CDF Chimie, et puis ensuite au sein de Total. Donc je suis rentré chez Total par la chimie. Et en fait, je n'ai commencé à véritablement travailler dans le monde de l'énergie chez Total en 1997. Et en 1997, je me suis posé la question d'aller travailler dans le pétrole, qui était l'activité majeure de Total, ou dans un autre secteur qui commençait à croître, qui était le domaine du gaz. Et dans le domaine du gaz, et ça fait écho à ce que l'on voit aujourd'hui, le gaz énergie qui est coûteuse à transporter, parce que sa densité énergétique est faible, et donc le dilemme des groupes qui cherchent des hydrocarbures, sachant que vous ne savez jamais trop si vous allez trouver du pétrole ou du gaz quand vous forez un puits, en général vous trouvez les deux. Mais autant le pétrole ne coûte pas très cher à transporter, et donc une fois que vous l'avez identifié, vous pouvez le produire et vous allez le vendre sur des marchés mondiaux sans problème. Vous le voyez aujourd'hui, on y reviendra, mais il n'y a pas de problème aujourd'hui sur l'approvisionnement en produits pétroliers au niveau mondial. En revanche, le gaz est beaucoup plus compliqué parce que du fait de son coût à transporter, avant de commencer à le produire, vous devez avoir identifié un marché pour savoir quel type d'infrastructure vous allez développer pour emmener le gaz sur les marchés, que ce soit des gazoducs, donc des tuyaux, ou alors pour le transporter par bateau, le liquéfier. Mais le liquéfier, ça demande d'avoir là aussi une infrastructure importante, une usine de liquéfaction, un gros réfrigérateur mais qui coûte plusieurs milliards de dollars à pièce, des méthaniers qui sont des bateaux très spécialisés pour transporter le gaz à moins 160 degrés, et ensuite des terminaux de regasification qui vont permettre de réchauffer le gaz de façon sûre. Et donc, en 1997, le gaz est encore une énergie jeune par rapport au charbon et par rapport au pétrole. Et on commence juste alors juste depuis 15 ans en gros, mais on commence juste à savoir le transporter sur les mers, justement en le liquéfiant. Et donc dans ces années-là, les groupes pétroliers cherchent à développer des marchés gaziers pour pouvoir développer leur production en amont, leur production de gaz. Et pendant un certain temps, la discussion se concentre autour de négocier des contrats long terme avec les monopoles d'importation. Dans tous les pays, en général, il y avait des monopoles d'importation de gaz. On a connu Gaz de France en France. Et puis, c'est une période où la croissance est telle que tous les pays, pratiquement, vont commencer à libéraliser leur marché énergétique. C'est le cas en Europe avec les directives de 97, mais c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Amérique latine, c'est le cas même au Japon, c'est le cas même en Chine. Donc les monopoles sont en train d'être supprimés, et donc il faut aller chercher des clients pour arriver à développer nos projets. Et donc je vais rentrer dans cette aventure-là en développant donc des marchés, des accès marchés pour nos productions de gaz. Ce faisant, nous sommes aussi rentrés dans l'électricité. Pourquoi ? Parce que la moitié du gaz qui est consommé sur cette planète, en fait, sert à produire de l'électricité. Et donc, vous pouvez vendre à vos clients du gaz, mais vous pouvez aussi leur vendre de l'électricité. Et donc, on va aussi regarder si on n'a pas plus intérêt à vendre de l'électricité à ses clients. Et au départ, c'est de l'électricité fabriquée à partir de gaz. Et puis, une fois qu'on va avoir acquis des clients en électricité, on va se rendre compte que produire l'électricité à partir de gaz, ce n'est pas forcément l'optimum. Qu'il y a des moments où le prix du gaz est tellement élevé qu'il est plus élevé que l'électricité, donc ça n'est pas rentable de faire fonctionner votre centrale à gaz. Et donc on va commencer à regarder d'autres types d'énergie électrique, et notamment on va regarder effectivement les énergies renouvelables, et Total avait déjà des activités dans le solaire
en électricité solaire dans ces années-là, et on va les développer là où ça fait du sens, et notamment en Afrique, parce qu'il n'y a pas de réseau, et donc aller mettre des panneaux solaires pour alimenter des villages en Afrique, ça fait déjà du sens, y compris sur le plan économique. On regardera le nucléaire à un moment où on commence, où le sujet du climat commence à émerger comme quelque chose d'important. Et on aura une aventure avec Suez à l'époque, et puis ensuite avec EDF à Abu Dhabi, qui ne sera pas un succès, on pourra y revenir si vous voulez. Et puis Fukushima nous convaincra que l'énergie nucléaire, même si elle peut être développée dans des pays où le niveau technologique de contrôle est élevé, et pas forcément une énergie adaptée à l'ensemble des pays du monde, et en tant qu'acteur mondial, on va renoncer à cette aventure dans le nucléaire. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait dans toute ma carrière à partir de 97. Il y a en gros trois périodes là aussi qui peuvent vous donner des points de repère historiques. Il y a une première période qui va aller jusqu'à la crise financière de 2008. C'est une époque où la croissance des consommations énergétiques dans le monde est absolument incroyable. C'est le moment où en fait où l'Asie est en train de sortir de la pauvreté, est en train de consommer de plus en plus d'énergie. Et notamment la Chine, qui produit du charbon, va devoir en importer et va se tourner vers le gaz, pas pour des raisons climatiques, mais pour des raisons de pollution de l'air, parce qu'ils vont se rendre compte qu'avec avec le charbon, les particules, la pollution de l'air devient un fait majeur environnemental en Chine, et le gaz va leur apporter non seulement une énergie abondante, mais aussi parfaitement propre sur le plan de la pollution de l'air. Le climat est un autre sujet, mais à l'époque ça commence juste à être le sujet. Pendant cette période-là, on commencera à faire des renouvelables, notamment avec des incitations publiques qui existent, qui commencent à être bien organisées en Europe. On a des prix de reprise garantis sur 20 ans pour démarrer des projets, par exemple de fermes solaires, ce qui correspond au coût des panneaux solaires à l'époque. Mais je dirais que c'est un peu de la diversification, et les renouvelables représentent une partie relativement limitée de l'approvisionnement électrique, encore plus qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est une première période de croissance. On a besoin de toutes les énergies. Total regarde même le charbon. Je plaide coupable. Je me suis occupé de mines de charbon qu'on avait récupérées à titre historique. C'est là où on regarde le nucléaire. Et la crise financière 2008-2009 va mettre un coup d'arrêt à cette croissance très forte des consommations énergétiques dans le monde. Et elle va aussi, comme les prix de l'énergie s'étaient envolés, elle va aussi se traduire par un développement qu'on n'avait pas vu venir, qui est le développement du gaz de schiste et du pétrole de schiste aux États-Unis, qui va changer complètement la vision des choses. Pourquoi ? Dans toute la décennie qui précédait, nous étions obnubilés par ce qu'on appelait le peak oil, voire le peak gaz. Donc on était persuadé que les hydrocarbures allaient décliner très vite. Et c'est pour ça qu'il fallait chercher d'autres énergies. Et c'est aussi pour ça que le climat n'était pas forcément un sujet de long terme, parce que si on ne produisait plus les hydrocarbures, il n'y avait plus de CO2. Donc c'est pour ça que la focalisation était plus sur il faut trouver de l'énergie, plus que sur le climat. Et puis cette période 2008-2009, on se rend compte que les États-Unis développent le gaz de schiste, le pétrole de schiste. Ça change complètement la vision du potentiel des réserves sur la planète d'hydrocarbures. Et donc, il n'y a plus de souci de réserve. Donc, la planète a plein d'énergie fossile.
Mais c'est une période où il va y avoir un certain nombre de crises. Il va y avoir Fukushima qui a quand même été un traumatisme. Alors, on n'en a peut-être pas trop parlé, enfin si on en a parlé, mais je pense qu'on ne réalise pas en Europe le traumatisme que ça a été au Japon, qui est un pays sophistiqué, qui a des très bons ingénieurs, dont le souci de sécurité est au moins égal au nôtre, et qui a réalisé tout d'un coup que le risque zéro n'existait pas. Et quand Fukushima s'est produit, le Japon s'est posé évidemment beaucoup de questions, a arrêté toute sa flotte nucléaire, tout de suite. Alors par chance pour lui, il était diversifié, on en reviendra, la diversification c'est aussi important. Et donc il a pu arrêter toute sa production nucléaire, ça faisait à peu près un tiers de sa capacité de production électrique, et marcher en fait avec les deux autres énergies qui étaient le charbon et le gaz. Et donc ça a déclenché un besoin de gaz supplémentaire. Et donc pendant cette période-là, on a commencé à relancer des projets de gaz naturel liquéfié pour alimenter le Japon, et sachant que la Chine continuait. Donc ça va nous emmener, on va dire à peu près jusqu'à l'année 2014-2015. Alors qui va être spécial pour Total, puisque fin 2014, notre président Christophe de Margerie va décéder dans un accident d'avion. Donc on va devoir changer de président, changer le comité exécutif. C'est l'époque où Patrick Pouyanné va devenir directeur général avant de devenir PDG du groupe Total. Il me demande de le remplacer et de rentrer au comité exécutif. Donc c'est ce que je fais en 2014 pour diriger le raffinage chimie en succédant à Patrick Pouyanné. Et c'est une période qui est intéressante pour le groupe, parce qu'avec un nouveau président, nouveau comité exécutif, on va se reposer la question de la stratégie long terme du groupe Total. Et au même moment, on a la COP 21 sur le climat qui a lieu à Paris en 2015. Et donc, c'est là où le caractère, je sais que vous avez souvent des questions sur qu'est-ce qui fait qu'un groupe comme Total International est français. Notre siège est en France, et on va être aux premières loges pour voir lors de cette COP 21 une espèce d'unanimité de tous les pays sur le climat. Et ça va changer notre vue. Sachant que la période précédente, je ne l'ai pas mentionné, mais la période précédente, à la suite de la crise financière, la plupart des États ont eu des soucis d'équilibre budgétaire, et donc là, on réduit les soutiens aux énergies renouvelables. Et beaucoup d'entreprises renouvelables ont fait faillite. Nous, on a essayé pendant cette période-là de sauver un des champions de l'industrie, qui était une société américaine, SunPower, qui avait la meilleure technologie en matière de cellules et de panneaux solaires. Mais c'était une période très difficile pour les énergies renouvelables, avec un désintérêt dans beaucoup de pays. Et 2015 change la donne, parce que là, on a vraiment le sentiment que les États, cette fois, sont sérieux et veulent effectivement réduire l'empreinte carbone. Et donc, on se livre au niveau de Total à une réflexion stratégique. On implique toutes nos équipes de par le monde. Et ce qui va en sortir, ça va être une volonté de transformer Total d'un groupe producteur d'hydrocarbures, donc pétrole et gaz, en un groupe qui va s'intéresser aux nouvelles énergies, et notamment à l'électricité. Et l'électricité, pas seulement comme aval gaz, mais l'électricité en tant qu'énergie pour elle-même, et donc avec la volonté d'être performant en électricité, autrement dit, d'être capable de produire de l'électricité par tous les moyens qui sembleraient les plus économiques et les plus appropriés, et qui correspondraient à la demande de nos clients, que ce soit du renouvelable, que ce soit de l'éolien, du solaire, mais aussi avec le besoin de leur assurer un approvisionnement fiable, ce qui est aussi un sujet important. Et donc on décide de changer la stratégie du groupe dans ce sens-là. On décide de créer une nouvelle branche gaz renouvelable électricité, qui va porter cette ambition de développer cette volonté de faire évoluer le visage du groupe. Et à l'époque, Patrick Pouyanné va me demander à la fois de diriger cette branche que l'on crée,
et à la fois d'être pendant un temps également le patron de la stratégie du groupe pour rendre cohérente le virage du groupe dans sa stratégie globale et également à travers la création de la branche de construire les activités, les actifs. Donc voilà, je vous dis ça pour essayer de vous donner un peu de perspective dans le temps, comment on en est arrivé là. Alors après la suite qui est plus récente et pour laquelle vous aviez souhaité m'entendre, je pense que Patrick vous en a parlé, et puis maintenant je crois qu'elle est connue, mais c'était clairement une période où on a développé le gaz, parce que ça correspondait pour nous, même s'il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais au moyen le plus économique et le plus rapide, et donc le plus sûr pour réduire les émissions de CO2 sur la planète. Et c'est pas un hasard si beaucoup de pays, que ce soit le Japon, la Corée, la Chine, l'Inde maintenant, même si le souci de réduire les émissions de carbone est quand même pas tout à fait le même au niveau de l'Inde que celui que l'on a en Europe. Mais plus près de nous, l'Allemagne aussi a fait ce choix. Donc la priorité, une des priorités, parce qu'il y en a plusieurs, sachant qu'il n'y a pas d'énergie idéale, hein, donc on pourra revenir, mais il n'y a pas d'énergie idéale. Donc on a besoin de plusieurs types d'énergie. Et donc le gaz fait partie de la panoplie pour réduire l'empreinte carbone de nos clients et la nôtre et sur la planète. Et tous les scénarios qu'on regarde, je vous ai mentionné les scénarios de l'AIE, mais tout le monde beaucoup d'organismes, on va dire, se sont mis à faire des scénarios pour voir comment on pouvait respecter la trajectoire de réduction d'émissions telle que définie à la COP 21 en 2015, donc le well below 2 degrés. Il n'y avait pas une trajectoire unique, il y en a bien sûr plusieurs, mais pratiquement toutes faisaient appel à un remplacement rapide du charbon par le gaz dans la génération électrique. Donc on va développer le gaz, on va développer surtout le gaz naturel liquéfié, parce que dans la plupart des pays, les gisements de gaz se sont épuisés. C'est le cas notamment en Europe, mais pas seulement. Et donc il faut faire venir le gaz de plus en plus loin, et le gaz naturel liquéfié est le moyen de faire traverser les océans aux réserves de gaz qui sont abondantes sur la planète. Et donc c'est la période où on va développer, au-delà de ce que l'on avait déjà au Moyen-Orient, notamment au Qatar, d'autres projets. On va développer la Russie, on va développer l'Australie, pour diversifier nos sources d'approvisionnement, parce qu'on est sensible effectivement à délivrer une énergie fiable à nos clients. Et donc on va diversifier nos sources, des sources de production, et notamment avec la Russie, qui est le deuxième détenteur de réserves gazières au niveau mondial. On va éviter les gazoducs pour des raisons techniques bien souvent, mais aussi pour des raisons de fiabilité de nos livraisons. On a effectivement vécu la crise entre l'Ukraine et la Russie, qui a fait que le gaz qui avait coulé de façon ininterrompue depuis les années 70 entre la Russie et l'Europe, le gaz a été interrompu à cause de la bisbille sur les Ukrainiens, avec les Ukrainiens. Les Européens y étaient absolument pour rien, mais simplement les Russes et les Ukrainiens n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le prix du gaz facturé à l'Ukraine. La Russie, à un moment, a décidé de couper le gaz aux Ukrainiens, mais en fait, comme les tuyaux qui délivraient le gaz à l'Europe passaient par l'Ukraine, coupant le gaz pour les Ukrainiens, les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le gaz qui était destiné aux Européens, et les Européens n'avaient plus assez de gaz. Donc c'est ça la crise 2006-2007. Donc s'il en était besoin, elle a rappelé à tout le monde qu'un gazoduc, c'est extrêmement dépendant de tous les pays de transit. Et donc la fiabilité est toujours sujette à caution. C'est aussi pour ça que les Russes, qui ont bien reçu la leçon, vont vouloir développer des gazoducs qui vont directement de Russie en Europe. Et donc c'est les histoires de Nord Stream.
Donc je reviens sur notre développement de GRP, gaz renouvelable électricité. Donc on va développer ce gaz, on va développer les marchés gaziers, beaucoup en Asie, mais beaucoup aussi en Europe. On va se développer dans l'électricité à partir de gaz, mais l'électricité à partir de renouvelables. On était déjà dans le solaire, mais dans le solaire, notre aventure SunPower, c'était pas très bien passé, comme je vous l'ai dit. Le retrait des subventions et des soutiens renouvelables dans la plupart des pays développés entre 2010 et 2015 avait fait qu'on avait perdu de l'argent dans cette activité-là. Et donc on va repartir de zéro, ou presque, mais avec l'idée cette fois d'être producteur d'électricité et non pas producteur d'équipement. Donc on va continuer avec SunPower, et SunPower existe toujours, et on a remis d'aplomb SunPower, y compris en l'alliant avec des partenaires chinois, mais on va développer surtout la production de solaire, on va développer la production d'énergie éolienne. On va revenir dans l'éolien. On avait fait une petite expérience qui s'était pas révélée tellement concluante, faute d'acceptabilité en France de cette technologie. Mais là on va y revenir. Et donc après, et on va faire d'autres choses qui ont surprise. On a racheté Saft, qui est donc un fabricant de batteries, qui était un fabricant de batteries avec une technologie remarquable, mais qui ne s'intéressait pas trop au marché de l'énergie. Donc on va racheter Saft. C'était la première acquisition qu'on a faite en 2016. Et pourquoi? Parce qu'on pensait qu'il c'était important de développer des batteries pour pallier à une partie de l'intermittence des énergies renouvelables, solaires et éoliens, qui malheureusement ne produisent pas tout le temps. Donc les batteries étaient une des façons pas la seule, mais une des façons de résoudre cette difficulté. On fera aussi, dans un autre sujet de souveraineté énergétique, le projet ACC, donc de batteries, donc de gigafactories européennes de batteries à destination des véhicules électriques, donc pour la mobilité. Et puis on va faire des tas d'autres choses qui correspondent plutôt à la génération d'énergie qui va commencer juste d'être développée. On va développer des biotechnologies, du biogaz notamment. On va acquérir Fonroche, qui était le leader français du biogaz, parce qu'on est convaincu que les bios ont un rôle à jouer, notamment pour fabriquer de l'énergie liquide et de l'énergie gazeuse. On va également s'intéresser à l'hydrogène vert, sachant que c'est une technologie compliquée, coûteuse. L'hydrogène n'est pas un gaz facile à manipuler, mais la planète va avoir besoin de gaz. La planète ne peut pas fonctionner simplement à partir d'électrons. Si vous avez une chose à retenir dans l'énergie, c'est que les liquides, ça se transporte facilement et ça a une forte densité énergétique. Le gaz, ça se transporte plus mal et ça a une plus faible densité énergétique, mais c'est quand même stockable à horizon de 6 mois. On fait du stockage saisonnier en gaz. Les électrons, ça se stocke très difficilement. Donc bien sûr, il y a des batteries, mais ça coûte très cher et vous ne pourrez jamais stocker de l'électricité en grande quantité pour une maille saisonnière. Donc il faudra passer toujours par des molécules. Et donc les molécules décarbonées, ça peut être du biogaz, ça peut être aussi de l'hydrogène et de l'hydrogène vert. Ce qui pose d'autres problèmes, puisque pour produire de l'hydrogène vert, il faut aussi produire de l'électricité, donc il faut avoir une surcapacité d'électricité, déjà comme on a passé. Donc il faut de l'électricité pour produire cet hydrogène. Mais on va commencer à regarder les premiers projets. Alors maintenant que j'ai quitté Total, je continue à m'intéresser d'ailleurs à l'hydrogène vert, parce que je pense que c'est une énergie qui va véritablement devoir se développer plutôt aux horizons de 2025, 2030, 2035, mais c'est vraiment une énergie dont on va avoir besoin si on est sérieux avec les trajectoires climatiques.
Mais on va déjà commencer à le regarder, enfin je vais déjà commencer à le regarder chez Total. Et puis il y a l'histoire des puits de carbone que vous avez mentionné, parce que pour assurer la neutralité carbone de la planète, on va avoir besoin encore d'hydrocarbures. Alors, beaucoup moins que ce qu'on a aujourd'hui, c'est clair, mais on va en avoir besoin parce que toute la chimie, les médicaments, l'industrie pharmaceutique, ça fonctionne aussi avec du carbone. Et il y a d'autres industries qui vont avoir du mal à fonctionner sans carbone. Donc il y aura probablement toujours besoin d'une production d'hydrocarbures. Et donc il faut pouvoir stocker le carbone qui sera dégagé par ces énergies fossiles. Et donc il y a deux façons de stocker le carbone. En tout cas, on a identifié deux. Le stocker de façon géologique, et on va faire le premier projet de stockage industriel en Norvège qui s'appelle Northern Lights, donc, dont on a démarré la construction juste avant que je quitte le groupe Total. Et puis on va s'intéresser aux puits de carbone naturels. Donc faire pousser des forêts. Alors vu de loin, tout le monde nous dit c'est facile, pourquoi on a besoin de groupes tels que Total pour faire pousser des arbres. Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué de faire de vrais puits de carbone naturels durables, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire pousser des arbres, il faut aussi s'assurer que les populations locales ne vont pas avoir la tentation de venir couper les arbres que vous aurez plantés. Et donc c'est tout un écosystème qu'il faut construire, qui demande de comprendre l'agronomie. Alors j'ai recruté à l'époque des ingénieurs agronomes, parce que nous on n'y connaissait rien, je peux vous dire, chez Total. Mais voilà, mais donc c'est un autre sujet, mais qui est aussi un sujet important et qu'on a développé pendant toute cette période-là. Donc voilà, et en 2021, donc j'ai pris ma retraite, parce qu'on a une règle tacite dans le groupe, mais que je me suis appliqué, qui est de laisser la place aux jeunes. Et donc je suis parti en 2021 avec un groupe qui est en train de se rebaptiser Total Énergie, avec une branche gaz renouvelable et électricité qui était devenu le 5e acteur en matière de renouvelable, probablement le leader mondial en termes de solaire. Mais en tout cas, clairement un des 5 premiers acteurs au niveau mondiaux, et qui représentait plus du quart des investissements du groupe Total, et à ce titre-là, un des tout premiers investisseurs au niveau mondial dans les renouvelables. Donc voilà, excusez-moi d'avoir été un petit peu long, mais j'espère que ce n'est pas pour parler de ce que j'ai fait à titre personnel, c'était surtout pour vous expliquer un petit peu comment on a été arrivé là. Et quels avaient été les moteurs qui avaient conduit les changements chez Total. Alors, je ne sais pas si... Alors maintenant, je peux m'arrêter là et puis répondre aux questions que vous voudriez me poser. Oui, on va vous poser des questions, ça permettra au fur et à mesure de compléter encore. Je vais débuter, j'ai 3 questions qui me viennent suite à votre propos. La première... vous parlez finalement de la nécessité de diversifier pour sécuriser. La France a été traversée ces dernières années par un débat sur une forme de fin de la diversification des hydrocarbures liquides entre le gasoil et l'essence. Quel regard vous portez au regard des enjeux conjugués de pollution de l'air et donc de technologie de combustion et d'émissions de CO2 et donc de capacité énergétique du même litre de carburant? Oui, alors sur le plan pétrolier, comme je vous l'ai dit, le pétrole, ça se transporte très, très facilement. Le prix d'un baril de pétrole, c'est à peu près 80, 90, 100 $. Avec 2 $, donc 2% du prix, vous lui faites traverser la planète. Donc ce qui fait que quand il y a des perturbations dans l'approvisionnement, on peut assez vite jouer sur différentes sources. Ce pétrole, il n'est pas utilisable directement, donc il faut le raffiner. Et quand vous raffinez du pétrole, donc dans les raffineries, on en a en France, chez Total notamment, vous
séparés en différents composants. Alors il y a les produits lourds qui servent par exemple à faire du bitume, et des produits moins lourds, ce qu'on appelle les middle distillates, qui sont le diesel, le gasoil, le kérosène pour les avions, et puis les produits les plus légers qui sont l'essence. Quand vous raffinez, vous allez en fait produire une portion, une fraction à peu près fixe d'essence et de diesel. Et l'outil de raffinage, il est adapté à la demande du pays, de la zone dans laquelle vous êtes raffineur. Et un des problèmes qui s'est produit, et c'est pas que la France, hein, c'est l'Europe, on a de plus en plus incité les automobilistes à acheter des voitures diesel. Et les taxes sur le diesel ont été systématiquement inférieures à ce qu'elles étaient sur l'essence. Je ne fais pas un dessin, vous savez que à la pompe, les carburants, c'est surtout des taxes. Et donc, la politique de promotion du diesel va faire en sorte que le diesel, la demande de diesel va croître beaucoup plus rapidement que la demande d'essence, qui va stagner, voire diminuer. Et l'outil de raffinage européen, qui avait été construit il y a bien longtemps, va se retrouver inadapté. Et donc la conséquence, c'est que les raffineurs européens vont devoir exporter leurs essences, et on a exporté de l'essence, et on en exporte encore aujourd'hui, quand les raffineries tournent, aux États-Unis, et on va importer du diesel. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver à devoir importer du diesel, alors, de Russie notamment, et de destinations plus lointaines. Mais l'Europe va se rendre dépendante d'importations, alors pas de pétrole, mais de produits pétroliers, à cause de cette politique. Est-ce qu'elle était justifiée? Sûrement, puisqu'elle a été décidée. Et une des raisons, mais ce n'était pas la raison principale. La raison principale, c'est que le diesel était ressenti comme étant un carburant professionnel, et que l'essence était ressentie comme un carburant plutôt pour les voitures légères et les particuliers, ce qui était vrai. Mais en matière de pollution de l'air, l'essence était plutôt mieux que le diesel, parce qu'il fallait équiper les véhicules de filtres à particules pour éviter la pollution de l'air. Et in fine, on a réussi à faire, les constructeurs automobiles ont réussi à faire des véhicules à essence qui consommaient peu, alors qu'un des principaux atouts aussi du diesel, c'était qu'il consommait moins. Les moteurs diesel consommaient moins de carburant, moins d'énergie que les moteurs à essence. Donc c'est vrai qu'il y a eu un moment ce déséquilibre. Il a été un petit peu gommé, et on a vu la tendance à une demande d'essence qui a corrigé par rapport à la demande de diesel. Le diesel est devenu très cher sur les marchés parce qu'il fallait l'importer. L'essence est devenue moins chère parce qu'il fallait l'exporter. Donc, il y avait un excès d'offres. Et donc ça aussi, ça conduit les automobilistes à regarder différemment le coût économique entre une voiture à essence et une voiture diesel. Mais on est quand même toujours dans cette situation-là. Et donc, quand on a dû arrêter, quand la France, quand l'Europe a dû arrêter d'importer du diesel de Russie, il a fallu trouver d'autres sources d'importation, parce que l'outil de raffinage européen ne sait pas produire autant de diesel qu'il en est consommé. Mais bon, ça n'a pas été un énorme problème, parce que justement, les produits pétroliers, ça se transporte bien. Et donc, Total en particulier avait une raffinerie en Arabie Saoudite qui pouvait pallier à l'arrêt des importations de diesel russe en France. Donc de votre point de vue, finalement, ce débat sur le basculement de la consommation du gasoil vers l'essence, c'est le mouvement qui a été organisé par les pouvoirs publics ces dernières années. C'est plus une question de marché qu'une question environnementale. Oui, parce qu'encore une fois, sur le plan environnemental, le bilan était mitigé en faveur du diesel. Un peu moins de consommation au kilomètre, mais plus le carburant est moins propre, et donc émet plus de
de particules, de suie, et donc le bilan écologique était assez discutable. Dans les quêtes d'énergie nouvelle, finalement qui animent vos travaux et votre groupe à partir de 2014, vous avez parlé des carburants alternatifs, donc du biogaz, du bioéthanol. Est-ce qu'il y a d'autres formes de recherche sur des carburants liquides ou gazeux autres que ceux issus de la transformation de produits agricoles? Alors, je veux dire, toute l'énergie qui est sur la planète, elle vient du Soleil. Donc ça, c'est une constante. Après, on peut l'exploiter à travers les fossiles qui ont été transformés par des millions d'années sous la Terre. On peut essayer d'utiliser l'énergie solaire directement. C'est le photovoltaïque, mais avec ça, pour la mobilité, ça ne marche pas bien. Ou alors on peut passer par les plantes, puisque les plantes transforment l'énergie solaire et la stockent, et donc on peut aller chercher cette énergie, et donc le cycle de production d'énergie des plantes est plus rapide que le cycle évidemment des énergies fossiles. Mais à la fin, il n'y a pas tellement d'alternatives, hein, donc non, les énergies, notamment les énergies liquides, vous pouvez partir, alors encore une fois, soit d'électricité, et à ce moment-là, c'est un process qui est compliqué, parce que vous pouvez utiliser l'électricité directement dans les véhicules, ce qui est quand même le plus simple, mais sinon, vous pouvez transformer l'électricité en gaz, et donc c'est l'électrolyse de l'eau qui vous permet de produire de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est gazeux, c'est compliqué à utiliser. Alors je sais bien qu'on le met dans les fusées, vous pouvez le mettre dans un avion, mais enfin c'est sûrement pas idéal. Donc une des idées, c'est le transformer en liquide, mais ça rajoute encore une étape de plus. Donc c'est ce qu'on appelle les e-fuels, et donc vous recombinez l'hydrogène, donc H2, désolé pour les symboles chimiques, avec du carbone en gros. Donc vous recréez un hydrocarbure synthétique, et avec ça vous pouvez faire un hydrocarbure liquide qui va être dense, et que vous pouvez mettre dans un avion sans problème, dans des voitures, etc. Mais pour le produire, encore une fois, vous consommez de l'énergie, parce que l'électrolyse de l'eau, ça consomme de l'énergie, et puis il faut des équipements, et vous reconsommez à nouveau de l'énergie pour recombiner les molécules de carbone aux molécules d'hydrogène. Donc c'est une source possible, et on commence à y penser. Il y a des premiers projets qui sortent, mais c'est quand même une voie coûteuse. La vraie question, effectivement, qui est pas résolue, c'est les bio, parce que la filière bio permet de faire des carburants liquides. Alors vous pouvez partir de déchets, ce qui est quand même l'idéal, et notamment de graisses animales. Et on a fait chez Total, mais on n'est pas les seuls, des bioraffineries, celle existante à La Mède, qui est capable de transformer des graisses animales en biodiesel, donc ou en biokérosène pour les avions. Donc on sait faire. C'est beaucoup moins coûteux que les e-fuels. Mais évidemment, le vrai sujet de la biotechnologie, c'est un problème d'usage de surface. Est-ce qu'on est en conflit ou pas avec des terres agricoles? Évidemment, il ne faut pas déforester et donc libérer du carbone. Sinon, évidemment, c'est pas vertueux. Et la question qui peut se poser, est-ce qu'on peut ou pas réserver une partie des surfaces sur la planète pour produire des biocarburants, mais en réservant ces biocarburants là où l'électricité n'est pas vraiment adaptée. Et c'est notamment effectivement le transport aérien, c'est évident, et peut-être du transport longue distance, où on aura du mal à avoir
des camions avec des batteries extrêmement lourdes et qui vont poser des tas de problèmes. Donc sur les bio, moi je pense que fait partie de la solution, mais il faut les limiter. J'ai une dernière question. Vous avez fait en retraçant finalement votre parcours et la façon dont les décisions se construisent dans une grande firme internationale de l'énergie, l'histoire de l'apparition du gaz et de la transformation de la préoccupation du gaz sur celle de l'électricité et des nouveaux moyens de production d'électricité que sont les énergies renouvelables. Si on raisonnait un peu vite, on pourrait en conclure que l'apparition des ENR, intermittentes notamment, est une action de lobbying des gaziers, si on raisonnait un peu vite. Est-ce que, à l'échelle mondiale, qui est celle d'observation du milieu énergétique de Total, c'est des mouvements que vous avez pu observer? Et auquel cas, comment des firmes comme Total, je dis bien comme Total, je ne suspecte pas Total de le faire, pourraient mobiliser des esprits militants comme des ONG pour faire passer dans les opinions publiques mondiales des volontés, des attentes, peut-être même d'ENR, derrière lesquelles se cache l'usage du gaz. C'est amusant. J'avoue que c'est la première fois qu'on me pose cette question. Mais absolument. Mais honnêtement, non, c'est pas du tout le cas. Je vous garantis que je me suis bagarré, y compris au niveau de la profession. J'ai présidé l'association des gaziers européens à une époque, et pour convaincre mes collègues qu'il fallait faire des renouvelables, je vous garantis que c'était compliqué. Mais non, les renouvelables je vais vous dire, sont apparus de façon, je dirais, presque autonome, simplement parce que à une époque, il y a eu on avait des pays où les ressources naturelles étaient principalement du soleil et du vent, et c'était compliqué d'investir dans des grosses centrales électriques. Et donc dans tous les pays africains, je vous garantis que on faisait du solaire parce que c'était la seule énergie qui faisait vraiment du sens. Alors il y a une partie de l'Afrique où il y a beaucoup d'hydro, et donc ils arrivaient à faire de l'électricité en quantité importante, mais encore ils avaient du mal à la transporter à travers des immensités. Alors que vous mettez un panneau solaire quelque part, vous tirez un fil de 2 mètres et ça y est, vous avez de l'électricité pour faire fonctionner un frigo, ce qui est l'accès à la santé et l'éclairage qui, mine de rien, est l'accès à la culture, parce que vous pouvez permettre aux Africains de lire, y compris la nuit. Donc non, les renouvelables sont apparus pour moi sur leur propre mérite. Ensuite, ce sont les électriciens qui ont commencé à s'y intéresser, et notamment pour des raisons environnementales et climatiques. Alors, bien sûr, en France, on a l'impression que le nucléaire peut tout faire. Ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est que c'est pas quand même une évidence. Et aujourd'hui, si la France va pouvoir passer l'hiver, et je le souhaite, c'est grâce aux centrales charbon, centrales gaz et aux centrales renouvelables qui fonctionnent pour pallier la défaillance de la moitié ou presque de notre parc nucléaire. Mais dans beaucoup de pays, le nucléaire est considéré comme une énergie marginale. Au niveau mondial, c'est 5% de l'énergie primaire mondiale qui est consommée à partir de nucléaire. Il y a beaucoup de craintes des accidents, et encore une fois, on a eu Three Mile Island aux États-Unis, on a eu Tchernobyl, on a eu Fukushima.
Je sais bien que mon ami Jean Covici dit bon, c'est pas très grave s'il y a un accident nucléaire, ça fera moins de morts que les accidents de la route. Mais quand même, je pense qu'il y a une vraie limite à l'utilisation de cette énergie dans beaucoup de pays. Et même en France, attention, on a ouvrir un nouveau site nucléaire, c'est compliqué en France. Le nucléaire demande beaucoup de refroidissement. Alors, il y a d'autres technologies dans le nucléaire. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, je fonde beaucoup d'espoir sur de nouvelles technologies dans le nucléaire. On pourrait parler de la fusion, mais ça, c'est pour même pas mes petits-enfants, c'est pour les enfants de mes petits-enfants, de mes petits-enfants. Mais la technologie actuelle, il faut beaucoup de refroidissement. Donc a priori, vous voyez bien qu'avec le niveau de la Loire en ce moment, c'est compliqué de faire fonctionner les centrales nucléaires en été, donc il faut les mettre au bord de mer. Mais au bord de mer, mettre une centrale nucléaire en bord de mer, les Bretons à l'époque en ont pas voulu et je les comprends. Donc c'est compliqué quand même. Et puis il y a des pays qui n'ont pas de façade maritime, donc le refroidissement est sûrement un sujet auquel il faut faire attention. Et puis au niveau de la planète, alors c'est pas au niveau de la France, mais attention, avec les centrales nucléaires vient l'enrichissement de l'uranium et donc la matière pour faire une bombe. Et donc ça aussi, ça refroidit un tout petit peu quand on vous décrit un avenir radionucléaire. Donc je reviens aux électriciens. Donc dans beaucoup de pays, les électriciens, ils avaient surtout du charbon, parce qu'aujourd'hui c'est du charbon qui est le moyen le plus utilisé pour produire de l'électricité. Et donc quand ils ont compris que le charbon, ça polluait l'air, et que c'était pas bon pour le climat, qu'est-ce qu'ils avaient comme alternative? Le gaz. Mais le gaz, souvent, il était cher, il fallait l'importer, et n'était pas exempt d'émissions de carbone. Donc, ils ont commencé de regarder aussi les renouvelables, et donc bien avant que les gaziers, les producteurs d'hydrocarbures s'intéressent aux renouvelables. Dans les renouvelables, aujourd'hui, Total est de loin la société qui est la plus avancée dans les renouvelables. Regardez nos concurrents américains, Exxon et Chevron, ils n'arrêtent pas de dire que les renouvelables, c'est une bêtise. Hein. Donc non, il n'y a sûrement pas de consensus au niveau des producteurs d'hydrocarbures. Ce sont les électriciens qui ont commencé à... Alors je vais dire que c'était presque des indépendants, parce qu'au départ, c'était des petits projets qui ont été développés, donc beaucoup d'indépendants, qui maintenant ont des difficultés à passer à la vitesse supérieure, qui ont des difficultés à opérer sur les marchés parce que comme ils ne produisent par exemple que du solaire ou que de l'éolien, quand ils n'ont pas d'électricité produite, ils ont des difficultés à fournir leurs clients. Donc c'est vraiment les électriciens qui ont pris le relais. Donc les leaders aujourd'hui, et les grands leaders, sont des électriciens, c'est Iberdrola, c'est Enel, EDF et Engie ont pris leur part. Les gaziers sont venus après. Alors c'est vrai que la constante pour un marché électrique, c'est à tout moment, il faut mettre sur le réseau autant d'électricité que consomment vos clients. Et ça, c'est compliqué. C'est surtout compliqué si vous faites du chauffage électrique. Ce qu'on a fait en France, et attention... l'électricité ne sait pas bien gérer les pointes qui sont réclamées par le chauffage. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de pays ont préféré ne pas utiliser l'électricité. Nous on l'a fait. Donc, c'est extrêmement compliqué de suivre la consommation des clients. Et donc c'est vrai que si vous avez des renouvelables qui en plus sont intermittentes et pas contrôlables, il faut un moyen qui soit souple à côté. C'est vrai que aujourd'hui c'est les centrales à gaz qui fonctionnent, mais les centrales à gaz qui fonctionnent aujourd'hui, elles peuvent fonctionner tout de suite au biogaz, elles peuvent
accepter de l'hydrogène décarboné. Et donc moi, je crois beaucoup qu'on aura besoin d'avoir encore des centrales gaz pour pallier l'intermittence, pour s'adapter à la variation de la demande, parce que le nucléaire, c'est pas vrai. On va pas, je veux dire, je vais vous donner des chiffres. La pointe de froid en France, en électricité, c'est 100 gigawatts. La pointe de froid pour le gaz, c'est 150 gigawatts. Si vous basculez toute la consommation de gaz actuelle sur l'électricité, ça voudrait dire que et sur l'électricité nucléaire, ça voudrait dire qu'il vous faut 150 gigawatts de nucléaire qui ne va pas fonctionner sauf pendant les heures où il va faire froid, peut-être 2 jours, 3 jours par an. C'est pas raisonnable, ça ne se fera pas. Donc il faut effectivement des moyens flexibles. Le gaz, les centrales au gaz sont les plus flexibles qui soient de par leur technologie. C'est la technologie des moteurs d'avion. On sait démarrer une turbine à gaz dans le même temps qu'il faut pour faire décoller un avion, donc c'est pratiquement instantané. Donc c'est vrai que ça a beaucoup d'atouts. Il faudra les verdir, mais il faut effectivement considérer le biogaz, il faut considérer l'hydrogène vert. Il faut considérer aussi les batteries. C'est pour ça qu'on a fait des batteries qu'on a installées à Dunkerque, comme vous l'avez mentionné, justement pour aider à passer ces pointes qui peuvent de temps en temps ne durer qu'une heure. Donc quand ça dure qu'une heure, la batterie, ça marche très bien. Quand ça dure 2-3 jours, c'est plus compliqué. Voilà. Très bien. Merci. Je laisse la parole au rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Soquet, pour vos réponses. J'ai en fait une seule question qui se décline, qui porte sur la stratégie de décarbonation de l'entreprise. Et je pose la question de manière un peu directe parce que, au fond, ce n'est pas forcément le rôle d'une entreprise comme Total d'avoir une stratégie de décarbonation. Le rôle, j'imagine, de votre entreprise, c'est d'avoir une stratégie économique, entrepreneuriale, avec des engagements de diverses natures qui peuvent être d'ordre environnementaux, RSE. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il n'y avait aucun intérêt pour la décarbonation jusqu'à la COP21. Et que c'est parce que, et ce qu'on peut comprendre pour une multinationale, c'est parce qu'il y a eu un signal très fort donné à la COP21, c'est-à-dire l'idée que l'ensemble des pays, et donc l'ensemble de vos clients, allaient s'investir sur le sujet de la décarbonation, que la décarbonation devenait un angle entrepreneurial d'investissement. À nouveau, je dis ça sans aucun jugement, c'est pas du tout l'intérêt de ma question. Mais quand bien même ce serait cela, et même si des réflexions préalables étaient menées, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que depuis au moins 2010 ou 2012, je crois que c'est un peu la borne que nous ont donné un certain nombre de nos auditionnés jusqu'ici, à la fois le déploiement et le déploiement des ENR se facilite et puis le coût des ENR baisse sensiblement. Et comment est-ce que vous expliquez que l'entreprise ne fait pas le choix économique, entrepreneurial, décarboné de se lancer plus fortement dans ces énergies? Et du coup, j'ajoute la question attenante puisque M. Pouyanné en avait parlé. Comment est-ce que au début des années 2000, dans un monde où la question de la décarbonation, de l'importance de l'empreinte carbone pour l'ensemble des pays est déjà bien connue, comment est-ce que vous faites le choix du gaz comme énergie de transition, alors que tout est à développer et qu'on connaît les coûts initiaux en termes d'infrastructure du gaz, et comment est-ce que finalement vous arrivez à mettre de côté aussi vite des choix d'infrastructure, énergie renouvelable ou nucléaire? J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ça, et j'ai encore un peu plus de mal à comprendre le jugement que vous portez sur l'énergie nucléaire aujourd'hui, a posteriori, avec la difficulté, la fragilité du parc, j'entends bien, mais en particulier au début des années 2000. Alors, encore une fois, nous sommes effectivement une entreprise. Et l'entreprise, ça a notamment des clients. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est d'anticiper, parce qu'on a besoin d'investir 5 ans, 10 ans, 15 ans avant souvent de produire de l'énergie. Donc, on essaie d'anticiper la demande de nos clients. Et la devise du groupe, c'est d'apporter à nos clients une énergie qui soit fiable. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que les énergies alternatives, ça fait partie de la panoplie, mais ça ne peut pas suffire. On veut que cette énergie, elle soit propre, bien entendu, parce que les clients souhaitent tous de l'énergie propre. Mais derrière, ils veulent aussi de l'énergie qui soit abordable. Et donc ça conduit. Alors on peut avoir des postures en disant il
Il y a qu'à Faucon, le monde ne veut plus d'émissions de carbone, mais ce n'est pas notre expérience. Et notre expérience, c'est que oui, il y a une aspiration à avoir des énergies décarbonées. Oui, elles ont fait beaucoup de progrès et je pense qu'on y a lourdement participé dans les années 2010. Le coût de production de l'électricité photovoltaïque, c'était 500 euros par mégawattheure et on est descendu en Europe à 50 et dans les pays très ensoleillés où on œuvre, on est à 15. Donc bien sûr, ça fait beaucoup de progrès. Par contre, ce qu'on n'a pas résolu, c'est que ça ne produit pas la nuit. Donc ça, c'est toujours là. Mais il faut que cette énergie, elle soit, encore une fois, elle remplisse ces trois critères. Et il n'y a pas d'énergie idéale, donc il faut, donc c'est une affaire de compromis. Et ces compromis-là, c'est quand même les clients et les États qui réglementent, qui soutiennent certaines énergies, qui en taxent d'autres, qui influent sur les choix de nos clients. Mais à la fin, ce n'est pas nous qui pouvons imposer à nos clients de choisir une énergie plutôt que telle autre. Je peux vous dire, quand on a commencé à développer l'énergie, les ventes d'énergie électrique aux particuliers, maintenant en Europe, on a 9 millions de clients, donc c'est pas rien. On a mis l'électricité verte au même prix pour démarrer. On avait à peu près un taux de succès de 1 sur 2. Maintenant, il y a un petit plus sur l'électricité verte par rapport à l'électricité qu'on appelle grise, qui est largement décarbonée en France, mais qui est quand même carbonée. Je ne sais plus où est-ce qu'on en est, mais c'est 10% des clients qui choisissent ça. Et dans nombre de pays, je vais même vous dire en France, je peux vous livrer une anecdote, on est entre nous. Je sais qu'à un moment, on a eu certains maires en France qui nous ont dit non, mais Total, il faut que vous arrêtiez de produire des hydrocarbures. Et ma réflexion, c'est de dire, mais monsieur le maire, écoutez, si vous voulez, on ferme les stations-service dans votre commune. Ah non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est pas à nous, effectivement, on n'est pas des dictateurs, on n'a pas les moyens de dire à nos clients, voilà ce que vous allez consommer, c'est plus cher ou c'est moins bien, mais c'est ce cas, non. Donc ce qu'on essaie d'anticiper, c'est ce qu'ils vont vouloir, et ce qu'ils vont vouloir, évidemment, est lourdement dicté par les réglementations, mais encore une fois, une entreprise, on n'a pas le moyen d'imposer à nos clients. C'était pas le sens de ma question, monsieur, en fait. L'idée, c'était juste je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, c'est juste de vous faire confirmer l'idée que, étant donné les attentes de vos clients, en 2000 pour 2020 ou en 2010 pour 2020, l'entreprise n'a pas développé d'investissement majeur en matière d'énergie décarbonée. Ah ben, on a fait de la R&D, à l'époque on était tout seul. Je peux vous en dire que sur le solaire, dans les années 2000, on n'était pas nombreux. D'autres entreprises, vous pourrez leur poser la question. Je dirais, pour eux, le solaire, c'était pas une option. Nous, on y croyait déjà. Mais on a fait surtout de la recherche, parce que les développements, je vous ai parlé de l'Afrique, mais c'était tout petit, effectivement. À l'époque, il n'y a pas grand monde qui avait envie de payer ce prix-là. Donc on s'est préparé, on a anticipé, comme aujourd'hui on anticipe des technologies, de la recherche. Total fait beaucoup de recherches, et notamment en France. Alors, on n'a pas réussi à en faire à Palaiseau, où on voulait créer un superbe centre de recherche énergie nouvelle. Je le regrette, surtout pour la France, parce que cette recherche aura probablement lieu ailleurs. Mais on prépare l'avenir en faisant de la R&D, mais on déploie de façon industrielle au moment où les clients sont prêts à consommer. Donc la trajectoire carbone, bien sûr, on la suit, mais c'est vrai qu'on ne la suit pas on ne va pas évangéliser. Le GIEC est là pour ça, pour alerter sur les dangers. Nous, notre boulot, c'est de préparer des solutions. Je parle de Total Énergie, je m'y inclus encore aujourd'hui parce que je travaille toujours dans le monde de l'énergie, mais il faut préparer des solutions, il faut les améliorer
Et ensuite, c'est les clients, c'est les pouvoirs publics, dans le cas des restrictions ou des contraintes réglementaires qui ont été fixées par le public, qui vont faire le choix. Et donc, nous, on essaie d'anticiper ça. Et c'est clair qu'on anticipe, on se prépare à une trajectoire carbone qui pourrait être conforme à la COP 21, qui incorpore encore une fois du gaz. Et qui incorpore d'ailleurs aussi du pétrole, mais qui prévoit une nette diminution. Et donc Total Energy, oui, se prépare cette trajectoire-là. C'est vrai que si cette trajectoire n'est pas suivie, et je suis désolé, mais aujourd'hui, elle n'est pas suivie par nombre de pays, l'Europe se met en avant, et je trouve ça de façon absolument admirable. On va devoir gérer le fait que du coup l'Europe, parce que ces énergies globalement sont quand même plus chères que les énergies fossiles, sinon il n'y aurait pas de débat. On ne développe pas des énergies fossiles simplement parce que pour enquiquiner le monde, c'est simplement parce qu'elles sont moins chères et qu'elles sont abondantes. Mais on se prépare à un avenir où l'Europe va payer structurellement son énergie plus chère. Et donc, on va avoir des délocalisations d'entreprises. On le voit notamment en ce moment avec ce qui est en train de se passer. Les États-Unis ont un avantage structurel parce que, à la différence des Européens, plutôt que de commencer de démanteler leurs énergies fossiles avant d'avoir développé les renouvelables, ils développent les renouvelables en plus. Nous, on a tendance à vouloir appuyer sur le frein en même temps que sur l'accélérateur à côté, et c'est plus compliqué. C'est peut-être plus vertueux, mais c'est plus compliqué. Merci. Une dernière question donc, sur le déploiement pour le coup des énergies renouvelables à partir des années 2010. Vous aviez une certaine capacité à le faire et pourtant, c'est une autorité publique évidemment pas du tout spécialement liée à votre entreprise. Il y a eu beaucoup de freins. En tout cas, des entreprises qui étaient prêtes à les déployer n'ont pas pu le faire ou ne l'ont pas fait dans les conditions qu'elles l'imaginaient. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les freins au développement et à l'implantation des ENR en France ? Alors, oui, la France est un peu à l'image de l'Europe, mais ce qu'on a vu à partir de 2010, partout, y compris en France, on a restreint les budgets, donc c'était les montants qui étaient mis de mégawatts, en gros, qui étaient mis en appel d'offres. Avec des prix subventionnés. On peut le comprendre encore une fois, l'électricité, notamment l'éolien était déjà, j'allais dire presque abordable, mais il était quand même à 70-80 euros par mégawattheure. À l'époque, on pensait que le nucléaire était beaucoup moins cher. On a vu après que le nouveau nucléaire l'était beaucoup plus. C'est pour ça que, par exemple, vous avez vu que EDF a demandé des contrats également de prix garantis au Royaume-Uni qui étaient largement supérieurs à 100 euros par mégawattheure. Mais à l'époque, on pensait que l'éolien était quand même cher. On pensait que le solaire était hors de prix. Donc les volumes ont été réduits. Dans le même temps, la Chine a commencé, elle, à développer les renouvelables, a commencé à produire, là je vais parler du solaire, les cellules et les panneaux. L'effondrement du marché européen a fait que les fabricants de cellules et de panneaux, et Total était un fabricant à la fois de cellules solaires, on fabriquait des cellules solaires en Belgique, on fabriquait des panneaux en France. Et donc, ces activités-là ont commencé à avoir des difficultés financières importantes. Toute l'industrie qui était la plus développée en Allemagne a été nettoyée. Tout le monde a fait faillite. Certains ont été rachetés par des Asiatiques. Mais toute l'industrie allemande a disparu. Total, nous, on a souffert, honnêtement, pendant cette période-là. On a réussi à maintenir les usines
de panneaux solaires qu'on avait créés. On en avait une à Toulouse, une à Carlin. Et là, l'Europe a protégé l'industrie européenne d'imports trop massifs en provenance d'Asie, notamment sur les critères environnementaux. Et puis, il y a eu un moment, c'est pas si loin que ça, où l'Europe a décidé qu'elle voulait lever ses barrières parce que limiter les importations de panneaux chinois, ça renchérissait le coût de production de l'énergie solaire européenne. Et donc, la protection a été démantelée. Et là, les usines de panneaux, quand je suis parti, elles existaient encore, mais je crois que maintenant, les deux sont en train de fermer. Donc voilà, donc c'était une expérience honnêtement qui a été compliquée. Et je peux vous garantir que aussi bien en interne qu'en externe, nous étions énormément critiqués pour vouloir continuer à faire des énergies renouvelables. Madame Cousin. Oui, moi j'avais quelques petites questions et réflexions. Vous parlez de développer, mais vous n'avez pas du tout parlé de recyclage. Et parallèlement, vous nous parlez de développement de forêts, alors qu'on sait que, par exemple, des éoliennes sont parfois enterrées dans certaines grandes forêts primaires. Et c'est pas trop compatible, à mon sens, avec l'idée de recycler et de remettre en circuit des matériaux. Après, pour le solaire, pourquoi n'avez-vous pas développé carrément pour les particuliers afin de diminuer directement leur facture, puisque ça impacte directement les consommateurs, toujours avec l'idée d'un recyclage évidemment, puisque les panneaux solaires c'est quand même du verre, donc c'est facilement recyclable. Et puis quid du thorium? Vous n'avez pas du tout parlé de ce combustible. Voilà. Merci. Alors, le recyclage, alors c'est absolument fondamental et vous avez raison d'en parler. Dans tout le développement qu'on est en train de faire vers les énergies renouvelables, on va faire appel de plus en plus à un certain nombre de métaux, de minerais, qui jusqu'à présent étaient produits de façon suffisante, mais avec l'explosion, parce que c'est quand même une explosion à laquelle on est en train d'assister des énergies renouvelables, on va avoir des tensions sur nombre de minerais. Et donc c'est vrai dans le domaine des batteries notamment, c'est vrai dans le domaine des panneaux solaires, c'est vrai tout simplement dans le domaine de l'électricité, parce que diminuer l'empreinte carbone, ça va conduire à développer beaucoup l'électricité. Et donc tous ces sujets-là risquent de conduire à des pénuries de métaux, et donc le recyclage va être un des moyens d'éviter justement les pénuries et une empreinte environnementale trop forte, parce qu'on ne va pas développer quand même des mines à travers toute la planète. Alors il y a des sujets qui sont pas si compliqués que ça. Le silicium pour les panneaux solaires, il y en a partout, donc c'est pas un sujet. Dans les batteries, on parle beaucoup du cobalt, mais le cobalt, on est en train probablement de trouver la solution, et on va faire des batteries à ce qu'on appelle l'électrolyte solide, qui vont être plus fiables et moins sujets à départ de feu, parce que les batteries ça brûle, vous ne savez pas, mais ça brûle. Et donc le cobalt est important pour la sécurité des batteries. On va développer, c'est de la R&D, mais on a les premiers prototypes qui sont déjà sortis, des électrolytes solides, et on va pouvoir se passer du cobalt parce qu'on aura des batteries plus sûres. Le lithium, on en parle beaucoup. J'ai même entendu qu'on voulait en produire en France. Point de vue indépendance énergétique, c'est évidemment une bonne idée. Honnêtement, moi je ne suis pas très inquiet sur le lithium. Il y a d'abondantes réserves, notamment en Amérique latine, mais aussi en Australie. Donc c'est un peu comme l'uranium, on n'en parle jamais, parce que l'uranium, il y a beaucoup de réserves, y compris dans des pays qui pour l'instant sont fréquentables. Donc c'est pas trop un souci d'indépendance. Le lithium, c'est un peu pareil. Là où on risque d'avoir des problèmes, c'est sur le cuivre.
Alors c'est un peu paradoxal, plus personne n'en parle, mais avec l'électrification du cuivre, on va avoir besoin partout, et les réserves, on a 100 ans devant nous de réserves de cuivre sur la base des productions actuelles, mais comme les productions vont augmenter, c'est probablement insuffisant. Donc il va falloir beaucoup recycler le cuivre, c'est évident. Le nickel est un vrai sujet, parce qu'on en a besoin beaucoup dans les batteries. Les terres rares sont un vrai sujet. Et puis là, c'est un sujet d'indépendance, parce que c'est surtout la Chine qui les traite. Il y a des réserves ailleurs, mais la Chine, aujourd'hui, est quand même en situation un peu monopolistique. Donc le recyclage va être important pour toutes ces raisons-là, et il est évidemment aussi important pour des raisons environnementales, pour récupérer toute l'énergie qui a été utilisée pour produire ce genre de produits. Donc les plastiques doivent être aussi également recyclés. Donc le recyclage, c'est un sujet très, très important. Vous avez parlé des forêts. Oui, aller mettre des éoliennes au cœur d'une forêt, je reconnais que c'est pas idéal, c'est même assez stupide, j'allais dire. Il y a des gens qui le font, mais bon, voilà. Donc, j'espère que mes anciennes équipes font pas ça. Donc il faut choisir effectivement. C'était pas ça, c'est parce que, pardon, mais ouais. Vous parliez d'une part de développer des forêts pour donner du carbone, mais on sait que parallèlement, en Amazonie, on abat énormément de bois pour justement créer des éoliennes et faire les pales d'éoliennes en balsa notamment, parce que c'est un bois léger. Donc c'était un petit peu paradoxal. Voilà, c'était tout. Oui, alors c'est clair que quand on utilise du bois, par définition, on coupe des arbres. Mais dans la mesure où ça reste raisonnable, normalement, il y a un cycle. Donc, nous, ce qu'on avait imaginé et ce qu'on a commencé de faire pour faire des puits de carbone, c'est d'aller dans des endroits, alors ça n'a rien à voir avec les éoliennes, mais on a regardé notamment l'Afrique, le Congo, le Gabon, on a regardé le Pérou, et c'est donc des endroits où en fait on se concentrait sur une production durable, un stockage de carbone avec une forêt, en devant développer tout l'écosystème pour permettre aux populations locales de pouvoir vivre sans avoir besoin d'aller couper du bois, parce que c'est souvent ce qui se passe. La déforestation, malheureusement, ça s'est fait chez nous il y a 1500 ans. Hein, donc, mais souvent, c'est les populations humaines qui ont besoin de bois pour chauffer, ou qui ont besoin d'espace pour développer des cultures, et qui coupent la forêt primaire. Alors effectivement, c'est dommage de le faire pour des raisons de nécessité alimentaire. C'est encore plus dommage de le faire pour d'autres raisons et des raisons industrielles. Mais voilà, mais en tout cas, les sujets sont séparés. Vous avez parlé pourquoi on ne fait pas du solaire auprès des particuliers. Si on en fait, c'est vrai que ça coûte un petit peu plus cher d'avoir des panneaux sur les toits que des panneaux au sol dans des fermes solaires, mais on fait les deux. Et Total est un des leaders de ce qu'on appelle la génération distribuée, donc en gros le solaire sur les toits. Et notamment l'intérêt, c'est que on utilise des espaces qui sont déjà imperméabilisés, donc et l'électricité peut être consommée à proximité. Donc si on le fait chez les particuliers et puis chez les professionnels, parce que vous pouvez mettre ça sur le toit d'un centre commercial, etc. Et puis le thorium. Alors le thorium, ça fait partie des nouvelles technologies du nucléaire. Il y a évidemment beaucoup de choses à trouver au niveau de recherche dans le nucléaire. Total a été historiquement dans le combustible nucléaire. On a été producteur d'uranium, on a été un des actionnaires principaux de la Cogema. On en est sorti parce qu'au moment de l'opération de fusion avec Framatome qui a donné Areva, on a été dilué, et donc avoir 5-6% d'être actionnaire silencieux, ça n'avait plus beaucoup de sens pour nous. Mais le nucléaire, encore une fois, ne me prenez pas. Il est absolument nécessaire sur la planète. Il est absolument, je crois, un choix optimal pour la France. Simplement, ne croyez pas que ça soit la panacée dans sa technologie actuelle. Il y a beaucoup de recherches à faire. Le thorium, on a fait beaucoup de recherches également sur le sodium. J'ai cité la fusion. Si on arrivait
un jour à pouvoir développer de façon économique la fusion, c'est génial. On aura résolu le problème, mais c'est compliqué. Ça consiste en gros à recréer le soleil sur Terre, donc c'est compliqué. Merci, c'est la difficulté de notre commission d'enquête aussi, faire la part des choses entre le processus décisionnel, la réalité vécue, le concret, la réalité économique et puis le rêve. Puisque le rêve d'une énergie infinie reste une quête de tous les industriels, mais aussi de tous les pouvoirs publics, vu la quantité de solutions que cela peut apporter, vous l'avez rappelé, la santé, mais aussi la culture, qui est une des principales conséquences de l'éclairage. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les membres de la commission, monsieur Sauquet, pour votre disponibilité et la complétude de vos réponses. Je vous donne rendez-vous aux membres de la commission la semaine prochaine, à partir du 6 décembre, pour procéder aux auditions, notamment de madame Catherine MacGregor, directrice générale du groupe Engie, puis de Daniel Ververde, membre de l'Académie des technologies, et surtout en sa qualité d'ancien administrateur général du commissariat à l'énergie atomique. À la semaine prochaine. Merci encore pour votre écoute. Merci.